Le médecin légiste a indiqué que toutes ces blessures au cou résultèrent d'une strangulation. D'après le médecin légiste, toutes ces blessures ont eu lieu avant la mort. À la fin de la journée, nous avions assez de raisons pour inculper et arrêter cet individu pour homicide. Le meurtre illégal d'un autre être humain avec préméditation. Un homme a été retrouvé enveloppé dans des couvertures et attaché avec du ruban adhésif devant un hôpital du Massachusetts. Les procureurs assurent que ce n'était pas un accident. À présent, un homme est accusé de meurtre, les procureurs mettant en avant des blessures au grave, des tentatives présumées de dissimulation du corps et des recherches numériques glaçantes comme preuve qu'il s'agit d'un homicide. Il est temps de discuter des détails troublants de cette affaire avec l'avocat de la défense pénale du Massachusetts, William Corman. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. D'accord, donc cette histoire commence par une scène glaçante et très particulière devant l'hôpital South Shore à Weymouth, Massachusetts. Nous sommes le 23 août et c'est à ce moment-là que le personnel a découvert le corps d'un homme enveloppé dans des couvertures, attaché avec du ruban adhésif et déjà au-delà de tout secours à l'intérieur d'une Honda Civic noire garée juste devant l'entrée des urgences. Pendant plusieurs jours, les enquêteurs ont cherché à comprendre de comment Declan Perry, 27 ans, a été retrouvé mort dans cette voiture. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nombreux détails étranges ont commencé à émerger. Il y avait des recherches Google bizarres. Déplacements nocturnes pour acheter de la drogue. Des voisins affirment avoir aidé à déplacer ce qu'on leur avait présenté comme un mannequin de hockey. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et maintenant, l'homme que la police désigne comme responsable, Christopher Karen, 42 ans, a comparu pour la première fois devant le tribunal. Et au centre de cette affaire se trouve Perry, un chef talentueux de Portland, dans le Maine, dont les amis et collègues se souviennent comme d'une personne aimée, douée, mais aussi, et c'est un aspect important de cette affaire, quelqu'un qui a lutté contre une dépendance au fentanyl. Il était allé dans le Massachusetts fin août, apparemment pour voir Karen, une connaissance. Les procureurs affirment qu'ensuite, une nuit de drogue, de violence et une tentative de dissimulation a fini avec le corps de Perry abandonné devant un hôpital. Avant d'entrer dans la salle d'audience, je voudrais revenir sur la chronologie. Comment la police est-elle passée de la découverte d'un corps dans une voiture à l'inculpation pour meurtre? Donc, cette affaire commence vraiment un peu avant cela. Nous remontons au 12 août. À ce moment, selon les procureurs, Perry a commencé à envoyer des messages à Karen, cette connaissance. Ils ont finalement prévu que Perry aille dans le Massachusetts rencontrer Karen le 22 août, mais lorsque Perry est apparemment arrivé, les procureurs disent que Karen a facilité une vente de drogue, cocaïne et fentanyl, avertissant prétendument Perry « Tu dois y aller doucement avec cette merde ». Plus tard dans la nuit, vers 11h40, Karen aurait effectué une recherche Google pour 7-Eleven Narcan, puis aurait apparemment commencé à envoyer des messages à une amie un peu après 1h du matin lui demandant d'apporter le médicament chez lui. Si vous ne connaissez pas le Narcan, c'est un médicament qui inverse essentiellement les effets d'une overdose d'opioïdes. Donc, cette femme arrive chez Karen vers 3h du matin. Elle a dit aux enquêteurs être descendue dans la chambre de Karen au sous-sol où elle a trouvé Perry inconscient. Et ensemble, elles ont administré 3 doses de Narcan. Perry ne s'est pas réveillé, mais son cœur battait encore et il respirait toujours. Cette femme explique qu'elle s'est endormie et a été réveillée vers 7h du matin. Et c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé Perry mort. Elle a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'elle avait supplié Karen d'appeler une ambulance, mais il a refusé, apparemment par crainte que sa mère et sa grand-mère, qui vivaient à l'étage, ne le mettent à la porte si elle découvrait ce qui s'était passé. Ce matin-là, Karen aurait recherché sur Google « Quand on meurt, combien de temps avant de faire caca et pipi sur soi ?» Les enquêteurs affirment que Karen a ensuite essayé de déplacer le corps de Perry avec une porte intérieure détachée servant de civière improvisée. Et à un moment donné, il aurait apparemment placé le corps dans ce grand bac de rangement et, avec l'aide de la femme, l'a poussé à l'étage. Elle a dit à la police que le corps n'était jamais tombé ni heurté quoi que ce soit et qu'elle n'avait vu aucune drogue ni accessoire dans la pièce, ce qui importe pour les blessures du corps. Dehors, Karen et la femme ont tenté de mettre le corps de Perry dans la Honda Civic noire. Et les voisins de ce complexe de condos les ont remarqués en train de lutter. Ils ont proposé d'aider, mais c'est là que ça devient étrange. Nous y reviendrons. Mais d'abord, pour m'aider à expliquer ce dont nous parlons jusqu'à présent, et il y a encore beaucoup de choses à aborder, je veux inviter un invité spécial pour m'aider à faire tout cela. Je souhaite inviter l'avocat pénaliste William Corman.
William, ravi de te voir. C'est ton domaine ici, tu sais, le Massachusetts. Comment les procureurs prouvent-ils généralement l'intention de tuer ici, surtout quand on parle de facteurs compliquants comme la consommation de drogue, n'est-ce pas? Je veux dire, parle-nous de ce que tu en penses. Eh bien, dans ce cas particulier, je pense qu'il s'agissait de bien plus que de simple consommation de drogue. Je pense qu'il doit évidemment y avoir une autopsie du corps pour déterminer si ce monsieur est mort d'une overdose ou s'il y a eu des signes de lutte violente. Quel que soit le résultat de l'autopsie, c'est la clé. Ce n'est peut-être pas si compliqué. Les policiers eux-mêmes, après avoir examiné le corps au cours de l'enquête, ont probablement pu déterminer assez tôt si quelqu'un était mort d'une overdose ou s'il y avait des signes de lutte violente. Et je vais parler des blessures apparentes dans un instant, mais les preuves numériques, n'est-ce pas? L'historique Google et les messages avec cette femme sont-ils importants pour cette affaire? C'est reparti, n'est-ce pas? Sur Law and Crime, vous parlez souvent de l'empreinte numérique laissée par les gens. C'est un autre exemple d'affaire qui se répète sans cesse. Affaire Didi, preuve médico-légale. Affaire Karen Reed, même preuve. Les traces numériques laissées partout dans le cyberespace aident les enquêteurs à relier les faits et à déterminer ce qui s'est passé et quand. Y a-t-il un moyen pour la défense d'expliquer cela? Et ils disent que ces recherches, je pense qu'il serait difficile d'affirmer que l'accusé ne les a pas faites, mais de dire qu'il y avait une autre explication à pourquoi il faisait ces recherches. Bien sûr, je veux dire, il peut certainement essayer, mais à ce stade du procès, je suppose que cela dépend de l'heure du décès. Si cette personne est décédée 7 heures plus tôt et que l'accusé recherche combien de temps il faut avant que quelqu'un se fasse dessus après la mort, c'est très différent de quelqu'un qui fait cette recherche Google 10 ou 15 minutes avant le décès. Je suppose qu'en tant qu'avocat de la défense, j'essaierai de dire que j'essaie de déterminer, ou que mon client essaie de déterminer, si cette personne est réellement décédée ou si elle est simplement en train de faire une overdose et où nous en sommes exactement. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas sur le timing de tout cela. Et c'est là que les preuves médico-légales numériques seront essentielles. Ce témoin, cette femme qui serait impliquée dans l'aide ou la réponse à la victime après avoir prétendument tenté de déplacer le corps, comment cela affecte-t-il le dossier de l'accusation? La défense peut-elle aussi s'en servir? Eh bien, elle devient le témoin clé du procureur. Il semble qu'elle était présente avant que le monsieur ne décède, et il semble qu'elle était là après sa mort. Vous savez, d'après ce que j'ai lu, elle supplie Karen d'appeler une ambulance, de faire quelque chose, et il refuse pour diverses raisons. Donc, elle est sans aucun doute le témoin vedette du gouvernement dans cette affaire. Alors, parlons de ce mandat de perquisition, parce que selon un mandat de perquisition obtenu par Boston 25 News, la découverte du corps de Declan Perry s'est déroulée d'une manière assez glaçante. Le 23 août, vers 14 heures, un homme encapuchonné est entré aux urgences de l'hôpital South Shore, a signalé à une infirmière qu'une personne dans sa voiture avait besoin d'aide, puis il est parti, laissant la voiture sur place. Ensuite, un responsable d'unité est sorti, a trouvé la Honda Civic noire avec des plaques du Maine, et à l'intérieur se trouvait le corps de Perry, torse nu, enveloppé dans des couvertures, ligoté avec du ruban adhésif. Il était en rigidité cadavérique, sans pouls, décès prononcé à 14h15. Et après avoir quitté l'hôpital, selon les autorités, Karen se serait arrêtée à un Cumberland Farm, aurait acheté quelques articles, attendu un Uber, puis serait retournée à Scituate. C'est ici que l'histoire devient plus étrange, car 2 voisins ont déclaré à la police avoir aidé Karen à déplacer un objet lourd dans la Honda. À ce moment-là, ils ignoraient que c'était un corps, et il ne le leur a apparemment pas dit, d'accord? Donc, à la place, Karen a affirmé qu'il s'agissait d'un mannequin de hockey qui avait été vidé de son eau. D'ailleurs, un voisin a même cru avoir vu de la chair humaine. Un autre voisin, et c'est vraiment étrange, s'est souvenu avoir plaisanté en disant que l'objet ressemblait à un cadavre. Ces témoins se sont manifestés après avoir vu la Honda aux plaques principales aux infos. En fouillant l'appartement de Karen, la police a trouvé des taches rouge-brun sur la moquette, le canapé et la porte. Ils ont aussi trouvé une ceinture noire au sous-sol et récupéré un bac noir abîmé dans une benne, ainsi que du courrier adressé à la grand-mère de Karen. Karen est donc resté libre une semaine. Mais le 30 août, il s'est rendu au poste de police de Scituate.
Et 2 jours plus tard, il a comparu devant le tribunal de district de Hingham pour sa mise en accusation, où les procureurs ont détaillé les blessures étendues que Perry avait subies, révélant pourquoi les autorités pensent qu'il s'agit d'un homicide, et non, vous savez, d'une overdose accidentelle. Nous allons y venir, mais d'abord, William, revenons un peu en arrière. D'accord, il y a beaucoup de choses à retenir de tout ça. D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le fait que, si l'on considère ces allégations comme vraies, il dépose le corps à l'hôpital puis se rend lui-même? Comment les avocats de la défense peuvent-ils utiliser cela? Cela ne va peut-être pas annuler le meurtre. Peut-être, peut-être pas. Je veux dire, je ne sais pas, dites-moi. Le timing reste crucial dans cette affaire. Alors, est-ce que ce monsieur pourra dire qu'il était inquiet pour son ami et qu'il l'a conduit à l'hôpital? Non, car il a enveloppé le corps dans une couverture et l'a entouré de rubans adhésifs. S'il s'est rendu, c'est peut-être pour éviter que le Special Weapons and Tactics envahisse la maison de sa mère et sa grand-mère. Je ne sais donc pas s'il mérite vraiment du crédit pour cela. S'être rendu. Pourrait-il dire, si tu as vraiment commis un meurtre? Non. Si tu as vraiment tué quelqu'un, pas par overdose accidentelle, pourquoi remettrais-tu le corps aux autorités? Pourquoi te dénoncer? Pourquoi laisser des voisins inconnus s'impliquer alors qu'ils pourraient t'attraper? Ou il pourrait dire qu'il est négligent et stupide si ces accusations sont vraies. Eh bien, je pense que la vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux. Je suppose que ce qu'il pourrait dire, ou ce que la défense pourrait dire, c'est que ces individus sont des consommateurs de drogue. Ce sont des toxicomanes qui luttent contre la dépendance. Une overdose de drogue s'est produite, puis Karen a paniqué et ne savait pas quoi faire. Et c'était une overdose de drogue accidentelle. Il voulait donc sortir le corps et pensait que l'hôpital était le meilleur endroit pour l'emmener. Ce qu'il a fait était simplement dû au désespoir et à la panique, non à une intention. Il n'avait aucun lien avec la mort. C'était juste une overdose suivie d'un abandon du corps. Je pense toujours que les preuves matérielles racontent une grande partie de l'histoire, et parfois même fournissent une chronologie. Comment l'observation de ces taches brun-rouge sur la moquette, le canapé et la porte permet-elle d'établir une chronologie? Comment cela permet-il d'établir une cause de décès? Comment cela permet-il d'établir une séquence d'événements? Bien sûr, donc le médecin légiste pourra faire une estimation approximative du moment exact du décès de la personne en se basant sur plusieurs facteurs lors de l'autopsie. Si les taches brun-rouge sont du sang, cela dépendrait de la quantité présente. Je ne pense pas que le mandat précisait la quantité exacte. Une overdose de drogue peut causer une hémorragie, par exemple si la personne tombe, se cogne la tête et saigne ainsi. D'un autre côté, s'il y a des quantités abondantes de sang et qu'il y a une personne avec des blessures importantes au visage, disons, et des lacérations faciales, alors cela fait pencher la balance d'une overdose de drogue où quelqu'un tombe et se cogne la tête vers une situation où, malheureusement, quelqu'un a été battu à mort. Comment confirment-ils que c'est du sang? Quels tests font-ils? Eh bien, ils pourront confirmer grâce à l'acide désoxyribonucléique si le sang appartient à Perry, au propriétaire, à Karen ou à quelqu'un d'autre. Pour vérifier s'il s'agit de sang, plusieurs tests médico-légaux existent. C'est simple. Et ce mannequin de hockey, n'est-ce pas, qu'ils étaient apparemment en train de déplacer? Ils seront sûrement témoins clés au procès. Tu sais, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un aspect intéressant parce que, oui, ils n'ont pas vu de corps de façon définitive. L'un d'eux a peut-être vu de la chair humaine. L'un d'eux a commenté que cela ressemblait à un corps humain, mais avec un mannequin de hockey transporté à ce moment selon les procureurs et autorités. Comment l'interprétez-vous? Évidemment, si vous croyez les policiers, il est clair que ces personnes transportaient un corps. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Que leurs remarques désinvoltes sur la vue de chair ou l'impression d'un corps soient recevables au procès ou non, c'est une autre histoire. Mais le fait est que deux personnes, deux voisins, qui aidaient un autre voisin, transportaient quelque chose qui pesait, vous savez, une centaine de kilos, qui avait une certaine forme, qui était enveloppé dans une couverture, et que l'accusé affirme qu'il s'agissait d'un mannequin. Je pense qu'on peut en déduire qu'il transportait un corps. Je pense qu'on peut en déduire qu'il transportait le corps de Perry. Cela ajoute certainement un élément macabre à l'affaire, mais encore une fois, que les déclarations concernant ce qu'ils ont dit soient retenues ou non, c'est une toute autre histoire. Je ne t'ai pas parlé de la rigidité cadavérique, n'est-ce pas? Si le corps, lorsqu'il est déposé à l'hôpital, ils sont capables, tu sais, de déterminer qu'il est dans cet état, déclaré mort à 14h15.
Est-ce que ça peut aider à déterminer la cause du décès? Excuse-moi, est-ce que ça peut aider à établir la chronologie du décès? Bien sûr, je veux dire, la rigidité cadavérique est l'un des moyens que les médecins légistes, excuse-moi, la rigidité cadavérique est l'un des moyens qu'utilisera le médecin légiste pour déterminer approximativement le moment du décès. Mais encore une fois, tu sais, ça va être une question de nuance ici. La défense va clairement être que c'était une overdose et que l'accusé a paniqué, ne savait pas quoi faire d'autre et s'est débarrassé du corps. D'après ce que je vois, c'est la seule défense ici. Lors de sa mise en accusation au tribunal de district de Hingham, Karen, en chemise grise, à manches longues, regardait souvent le sol pendant que les procureurs présentaient les preuves contre lui. Il a plaidé non coupable. Les procureurs ont décrit les graves blessures de Declan Perry, les conduisant à qualifier à nouveau l'affaire d'homicide. Voici ce que le médecin légiste a constaté. Le médecin légiste a noté de graves hémorragies à la poitrine, au dos et à l'arrière de la tête causées par un traumatisme contondant. Il avait aussi des blessures aux yeux, nez, bouche et visage dues à un traumatisme contondant. Il présentait des blessures et des hémorragies au cou, larynx, œsophage et autour de l'os hyoïde. Et le médecin légiste a déclaré que toutes ces blessures au cou étaient dues à une strangulation. Selon le médecin légiste, toutes ces blessures ont eu lieu avant la mort. Après la mise en accusation, le procureur du district Tim Cruz a parlé aux journalistes de l'enquête, précisant que les résultats toxicologiques sont attendus, mais soulignant la gravité de l'affaire. Au final, nous avions suffisamment de raisons pour inculper cette personne et procéder à son arrestation pour homicide. Le meurtre illégal d'un autre être humain avec préméditation. Les blessures que nous avons relevées dans le rapport préliminaire du médecin légiste, cette fois-ci, sont très révélatrices, ce qui nous a amené, entre autres, à considérer qu'il s'agit d'un homicide et non simplement d'une overdose. William, dans quelle mesure les conclusions du médecin légiste prouvent-elles que les blessures, et non les drogues, ont causé la mort? Je pense à nouveau que vous avez raison. La défense pourrait mettre en avant certains points et dire que c'est la cause du décès. Puis, vous reliez cela aux blessures que ce professionnel aurait trouvées sur le corps. Et, oui, le témoignage de cette femme qui dit « Oui, pendant qu'on déplaçait le corps, on n'a jamais heurté quoi que ce soit, n'est-ce pas? Les blessures n'auraient donc pas été causées pour cette raison si nous la croyons. » Eh bien, encore une fois, je pense que c'est exactement là le problème. Je pense que si cette affaire va jusqu'au procès, ce sera un affrontement entre experts médicaux, car la défense devra trouver un médecin légiste qui dira que ces blessures sont compatibles avec une personne décédée d'une overdose, puis transportée par d'autres du point A au point B. Dans ce cas, il s'agissait de monter un escalier complètement fou, dans une baignoire sur une civière de fortune jusqu'à l'hôpital, et ainsi de suite. Donc, l'expert médical de la défense va dire que ces blessures sont compatibles avec quelqu'un qui était déjà décédé et des personnes qui transportaient un corps, même maladroitement, d'un point A à un point B. Et le gouvernement va essayer de dire que non, ces blessures ont clairement eu lieu avant la mort de la personne. Voilà à quoi se résume cette affaire. Pouvez-vous partager un aperçu des coulisses? Je me demande si nos téléspectateurs penseront pareil. Vous allez avoir besoin d'un expert très précis dans ses conclusions. Comment un avocat de la défense trouve-t-il un expert prêt à accepter cela? Est-ce comme indiqué la direction souhaitée? Vous voyez, ils consultent divers experts médicaux jusqu'à en trouver un qui leur convient. Non, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode ni que personne ne devrait agir ainsi. Je ne crois pas que les avocats de la défense doivent diriger les conclusions des experts. Mais ici, c'est évident. Et il y a des experts qui travaillent aussi bien pour l'accusation que pour la défense. Et vous engagez un expert. Vous leur demandez d'examiner et de donner leurs conclusions. Si vous obtenez un expert dont les conclusions n'aident pas votre client, alors vous le remerciez beaucoup pour son temps, vous payez sa facture et vous cherchez un autre expert si possible. C'est courant, ça arrive tout le temps. Désolé, c'était très sceptique de ma part. C'était très... Pas de problème. Quel est le mot que j'essaye de trouver? C'était très cynique de ma part. C'était très cynique de ma part. Disons ça, d'accord. Un peu cynique. Un peu cynique. Tu vois, c'est bien. Tous ces mots circulent, d'accord. Donc, nous avions l'avocat de Karen, d'ailleurs, G. Makis, qui conteste les preuves du gouvernement, publiant une déclaration disant « Nous sommes confiants qu'à mesure que les faits
seront révélés dans cette affaire, ce sera un exemple de la police d'État du Massachusetts tirant des conclusions hâtives et accusant quelqu'un de meurtre, alors que les preuves démontrent clairement que ce qui s'est passé, bien qu'étant une tragédie, n'était pas un crime. William, qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, ils annoncent une défense à la Karen Reed où, encore une fois, la police d'État du Massachusetts a accusé quelqu'un de meurtre et ils ont largement exagéré. C'était exactement cela. C'est un avertissement lancé à la police d'État du Massachusetts et au bureau du procureur du comté de Plymouth en disant essentiellement qu'il y a eu beaucoup d'affaires dans le Massachusetts et dans tout le pays où la police agit beaucoup trop vite. L'avocat de la défense affirme que c'en est un autre exemple. Ils ne peuvent pas avancer cet argument devant un jury, non? Qui a suivi l'affaire Karen Reed? C'est un autre exemple. Mais l'un des plus grands procès ayant jamais touché cet État, il faut l'imaginer. Je me demande vraiment s'ils devront poser la question lors d'un procès comme celui-ci. Avez-vous déjà suivi l'affaire Karen Reed? Avez-vous une opinion sur la police d'État du Massachusetts? Est-ce que je me trompe en y pensant de cette façon? Non, il est pertinent de demander aux jurés potentiels en 2025, 2026 et après s'ils ont une opinion sur la police d'État du Massachusetts. Qu'ils aient suivi ou non l'affaire Karen Reed, je pense que cela pousse un peu les limites. C'est un argument similaire. Tu as raison, j'ai pensé pareil. Karen doit retourner au tribunal le 29 septembre pour une audience sur la caution. Que peut-on attendre à ce moment? Encore une fois, je pense que le bureau du procureur va de nouveau insister pour qu'il continue d'être détenu sans possibilité de libération sous caution. Je pense qu'ils réussiront cet argument, surtout pour les accusés de meurtre au premier degré dans le Massachusetts. On présume qu'ils seront détenus sans possibilité de libération sous caution. Sauf découverte d'une preuve nouvelle et exceptionnelle par la défense, il sera très difficile pour lui d'être libéré pendant cette affaire. William Corman, merci d'être venu et d'avoir tout expliqué. Je vous suis très reconnaissant. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai parfois du mal avec les prononciations. Et William m'a énormément aidé au cours de cet épisode. Alors, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi. Très bien, tout le monde, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.